Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les principales articulations de l'actualité. Les députés de l'espace UEMOA se réunissent à Ouagadougou pour passer en revue de nombreux dossiers, dont les questions sécuritaires qui interpellent les pays de la sous-région. Le CAMES encourage l'excellence dans l'enseignement supérieur sur le continent. Ainsi, le Conseil africain et malgache apporte son appui à la tenue d'une rencontre des établissements privés d'enseignement supérieur à Ouagadougou. Notre invité nous en dira plus. Le Burkina remporte à Abidjan le premier prix du festival de court-métrage dénommé Clap Ivoire, une manifestation cinématographique destinée aux jeunes réalisateurs pour leur permettre de faire le chemin dans le 7e art. Ainsi donc, la deuxième session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se tient à Ouagadougou. Les députés de l'espace planchent pendant 10 jours autour du budget 2014 du comité. Ils reviendront aussi sur les élections qui se sont déroulées au Togo et au Mali et évoqueront pour finir les questions sécuritaires au sein de l'UEMOA. Reportage Sylvain Vebamba. La deuxième session ordinaire de l'année ainsi que le veut le système de fonctionnement du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est consacrée à l'examen du budget de l'exercice suivant. Le budget de l'année 2014 constitue donc le point central des discussions de cette 32e session du CIP UEMOA. Un budget qui sera marqué par le processus de mutation du comité interparlementaire en parlement plénier déjà entamé et qui doit déboucher sur des changements en profondeur. Il s'agira d'une institution parlementaire comme toutes les assemblées qui va contrôler l'action de l'exécutif, qui aura le pouvoir même de renverser le président de la commission et son équipe si le Parlement estime qu'ils ne font pas bien leur travail. Les politiques communautaires, donc les politiques sectorielles, vont être débattues au niveau du Parlement maintenant. Et le budget de l'ensemble de l'UEMOA sera soumis d'abord au Parlement avant son adoption définitive. Non, mais il y a vraiment des changements substantiels en cours. Un parlement de l'UEMOA dont la mise en place est souhaitée par l'Assemblée nationale du Burkina. L'Assemblée nationale du Burkina Faso voudrait exprimer son vif soutien à la mutation en cours du CIP en institution parlementaire communautaire de plein exercice. Une telle mutation, j'en suis sûr, fera promouvoir le passage de notre union intergouvernementale en union des peuples. Les représentants des populations de l'espace ouest-africain auront également au cours de leurs travaux à s'exprimer sur des questions d'actualité, avec notamment des élections qui ont eu lieu au Mali et au Togo, où le CIP UEMOA a dépêché des missions d'observation. La question sécuritaire dans l'espace communautaire fera également l'objet de communication. Les acteurs du développement de l'élevage du Burkina ont l'occasion de renforcer leurs capacités grâce au Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Le BIRA organise à Ouagadougou depuis ce matin un atelier pour améliorer la capacité institutionnelle des acteurs sur la formulation de politiques de l'élevage, des stratégies de santé animale et de législation vétérinaire. Reportage Nathalie Savadou. Ils sont des acteurs au service du développement de l'élevage du Burkina. Réunis à Ouagadougou par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, ils vont pendant 3 jours réfléchir sur le programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique, VetGov, et renforcer leurs capacités en matière de mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage. Nous disons que c'est un accompagnement de la plus haute autorité de ce pays pour que ce que nous voulons bâtir ensemble puisse avoir lieu et permettre au secteur de l'élevage, comme nous le souhaitons, de pouvoir bouger le secteur de l'élevage au niveau de nos pays et au niveau du Burkina plus particulièrement, a besoin d'être boosté. Pour le docteur Marcel Nagano, point focal du programme VetGov du Burkina, l'initiative de cette rencontre de Ouagadougou est à saluer. L'atelier actuel va permettre un engagement des acteurs. Il est important, vu l'originalité de ce programme, que les acteurs puissent se mettre ensemble
puissent se concerter et puissent mettre ensemble leurs énergies pour pouvoir mener à bien les programmes qui sont issus de cette politique-là. Il est attendu des participants la mise en place d'une plateforme politique de l'élevage. Plateforme devant permettre l'élaboration des politiques et stratégies qui vont baliser le travail pour toutes les parties prenantes du secteur. Le programme VETGov a été lancé le 16 janvier 2012 à Nairobi, au Kenya. En Afrique de l'Ouest, il est mis en œuvre en partenariat avec la CEDEAO, l'ONU, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé. Il couvre 10 pays. La réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain, expliquée aux participants d'une rencontre régionale qui s'est tenue à Fadangourma. Elle a permis d'informer les participants sur le processus de mise en place des acteurs de la réforme et à ces acteurs de connaître leur rôle dans le processus qui devrait être bénéfique pour toutes les populations. Suivons ces précisions. La région de l'Est se caractérise par une faible progression du taux d'accès à l'eau potable et par la faiblesse de son parc hydraulique. Résultat, 50,2% des populations ont accès à la denrée précieuse. De manière générale, la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques veut résoudre les difficultés liées à la gestion des ouvrages hydrauliques. On constate qu'avec cette réforme, une fois mise en œuvre, va en tout cas résoudre le problème des pannes répétées, des forages abandonnés, et ça va permettre une pérennisation des ouvrages hydrauliques dans les communes, en même temps assure la permanence de l'eau potable aux populations. Avant la réforme, les ouvrages étaient gérés de façon communautaire, sans aucun lien entre les différents acteurs, sans aucune obligation de résultat. Alors nous disons que beaucoup d'investissements qu'on a fait dans le secteur, il faut que ces investissements soient productifs. D'où la réforme pour bien sûr maintenir en fonctionnement permanent ces ouvrages qu'on a tant investis. En réunissant tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'assainissement et de l'eau potable à Fada, le département en charge des questions d'eau avait pour souci de faire la situation de la mise en œuvre de la réforme dans la région depuis son adoption en 2000 et de l'expliquer à tous pour une meilleure opérationnalisation. L'enjeu, c'est de permettre aux différents acteurs, c'est-à-dire les hauts commissaires, les préfets, les maires, de pouvoir se rendre compte des objectifs de la réforme qui ne visent simplement qu'à assurer le bon fonctionnement des équipements afin de fournir de l'eau potable aux populations. Avec la décentralisation, les compétences et ressources de l'État en matière d'assainissement et d'eau potable sont transférées aux communes et par conséquent, la gestion de ces ouvrages répond désormais à ces communes. La réforme met l'accent maintenant sur l'émergence d'opérateurs privés dans le secteur de l'eau et d'associations d'usagers de l'eau. La 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Sito aura lieu du 26 au 29 septembre prochain. Et pour réussir cette édition 2013, un comité national d'organisation composé de 12 commissions a été installé aujourd'hui. Le Sito organisé annuellement vise à faire la promotion des potentialités touristiques du pays et à positionner la destination Burkina sur l'échiquier international. Précision, Yolande Lompo. Officiellement installé ce 10 septembre, le nouveau comité national d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Sito 2013 se compose de 12 commissions dont les membres auront désormais la lourde mission de veiller à son bon déroulement. Tourisme et technologie de l'information et de la communication, quelle opportunité pour l'Afrique est le thème de cette 10e édition dont le cadre est le pays invité d'honneur. L'essentiel du tourisme, c'est de faire découvrir notre pays dans ses potentialités touristiques, mais également dans ses potentialités culturelles. Donc il était extrêmement important pour nous de savoir que cet outil d'information moderne doit être mis à contribution pour nous permettre effectivement de nous donner beaucoup de chances de faire connaître notre destination. La mise en place du comité national d'organisation aujourd'hui permettra effectivement donc de renforcer les acquis et ce qu'on a déjà entrepris au niveau donc de cette 10e édition-là. Le but étant de permettre aux professionnels du tourisme de découvrir les derniers outils d'éthique, d'intéresser les tours opérateurs à la programmation de la destination Burkina Faso et d'enregistrer la participation effective des exposants africains au salon,
Pour y parvenir, les professionnels du tourisme se réuniront pour mettre en avant les atouts touristiques des 13 régions. Et en marge du CITO, la 34e journée mondiale du tourisme sera célébrée le 27 septembre prochain. Jeudi prochain s'ouvre à Ouagadougou la première rencontre des établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Notre invité est le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Batchi. Bonsoir, monsieur Batchi. Bonsoir. Alors, vous êtes venu pour nous parler de cette première rencontre qui s'ouvre à Ouagadougou. Mais d'ores et déjà, est-ce que si je vous demandais que représente le niveau de l'offre d'enseignement supérieur privé en Afrique par rapport à l'offre publique, qualitativement parlant? Merci. Notre objectif, c'est d'harmoniser les niveaux d'enseignement supérieur et de recherche au niveau de l'espace. Donc, l'objectif premier, c'est que autant au niveau du privé qu'au niveau du public, il devrait avoir une même politique d'enseignement supérieur et de recherche. Et à l'heure actuelle, on peut dire que le niveau du privé pour certains établissements est appréciable. Et est-ce que le fossé n'est pas très grand entre le privé et le public en la matière? Disons que le CAMES est là pour réduire ce fossé. Et la réunion que nous allons avoir aura également pour objectif de faire que le plan stratégique du CAMES qui a été adopté récemment par son conseil de ministres puisse être connu du privé comme du public, afin qu'il puisse se hisser à un niveau de qualité qui soit le même. Alors, les universités publiques et privées se multiplient actuellement. Est-ce qu'elles garantissent la qualité de l'enseignement souhaité? Vous l'avez dit tout tantôt, hein? Oui, c'est effectivement, je l'ai dit tantôt, nous avons des outils pour faire en sorte qu'il y ait un même niveau qu'on s'adresse au secteur privé ou au secteur public. Et ce sont ces outils-là qu'on veut mettre à la disposition de tout le monde pour que tout un chacun puisse évoluer selon la règle, selon les normes. C'est ça notre objectif. Et qu'est-ce qui a fait sonner, en tout cas, qui vous a fait tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des disparités et qu'en 2013, il fallait maintenant mettre le haut là? C'est vrai, la sonnette d'alarme est due tout simplement à une prise de conscience. Le CAMES a eu pour mission de ses pères fondateurs de faire en sorte qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, une harmonisation des politiques d'enseignement supérieur de recherche. Or, on connaît le rôle que joue l'enseignement et la recherche dans le développement des pays. On sait également que les politiques actuels, les hommes d'État africains actuels qui sont au pouvoir militent pour l'émergence de leur économie. Et cette économie ne peut émerger que par des hommes bien formés. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on dote le CAMES d'un plan stratégique innovant qui met en exergue cette dimension. Et cette dimension passe par une bonne formation des hommes, comme je le disais, d'où la nécessité de revisiter et de sensibiliser tout le monde, de les mobiliser pour la cause de l'enseignement supérieur, afin que, aussi bien au public qu'au privé, les populations soient garanties d'une bonne formation. Est-ce que vous avez le nombre d'universités privées dont les diplômes sont reconnus par le CAMES? Bon, il faut tout de suite dire que nous voudrions qu'il y en ait plus. Mais pour l'instant, il y a 122 universités qui ont des diplômes, au moins un diplôme reconnu, accrédité par le CAMES. Et ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. C'est une goutte d'eau, mais le Sénégal et le Burkina Faso sont en tête. Il y a 23 pays, 23 établissements privés dont les diplômes sont reconnus par le CAMES. C'est donc déjà une bonne chose. Alors, mais nous savons, nous sommes conscients et nous voulons qu'on aille plus de l'avant. Alors, une rencontre des établissements privés d'enseignement supérieur à Ouagadougou, pourquoi faire? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre? Comme je vous disais, le Conseil de ministres qui s'est tenu en avril 2013 à Cotonou, au Bénin, a amené ces dirigeants qui sont constitués des ministres de tutelle chargés donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, les a amenés à adopter le plan stratégique du CAMES.
et a décidé de l'organisation d'une table ronde des partenaires techniques et financiers pour le déploiement de ce plan en 2014. À Libreville. À Libreville, c'est ça. Alors, face à cette situation, si nous voulons que cela puisse réussir, que cette table ronde puisse réussir et que le plan puisse avoir de l'effet comme nous le souhaitons, que ce ne soit pas un effet de mode, il fallait sensibiliser. Le secteur privé n'a pas un cadre, en fait, de mutualisation, alors que le secteur public a, au niveau de l'espace CAMES, une structure qui permet à ce qu'ils puissent se réunir. Et cette structure, on l'appelle le comité consultatif général du CAMES. C'est donc l'instance académique du CAMES qui réunit les recteurs, les responsables des centres de recherche ou les organismes membres qui sont affiliés. Alors que, en ce qui concerne le public, il n'y a pas cette plateforme. Le privé, pardon, il n'y a pas cette plateforme. Donc, cette rencontre sera l'occasion de faire qu'ils s'approprient le plan stratégique, qu'ils voient leur place, qu'ils voient comment arriver à développer des initiatives qui leur permettront de communiquer lors de la table ronde. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'ils puissent s'organiser en ayant une plateforme d'émulation, une plateforme d'échange responsable, où ils pourraient donc parler des problématiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme le fait déjà les responsables des établissements supérieurs du public. Alors, ça veut dire qu'ils auront aussi à mettre en place un bureau. Ils auront à imaginer quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un bureau ou mais il faudrait qu'ils essaient d'imaginer un cadre fonctionnel, peut-être un cadre de suivi d'abord, puis après un cadre qui serait opérationnel. En tout cas, le CAMES n'importe rien. Le CAMES souhaite tout simplement accompagner tout le monde à participer qualitativement au développement de. À propos d'accompagnement, est-ce que vous avez envisagé, vous avez pensé à l'accompagnement des universités privées, des établissements privés d'enseignement supérieur qui comptent toujours sur les professeurs du public pour donner des cours et ces professeurs-là sont surchargés à la fin? Tout à fait. Nous le prévoyons, nous disons, nous encourageons cet accompagnement-là que les professeurs des établissements publics mènent vis-à-vis du secteur privé. Mais il ne faudrait pas que ce soit du durable, il faudrait que ce soit quelque chose de transitoire, une étape transitoire. Nous l'encourageons et nous invitons les établissements privés à recruter des jeunes doctorants que nous pouvons promouvoir dans le cadre du CAMES. Donc ce sont ces informations-là qu'on va leur donner également pendant ces échanges que nous aurons durant 2 jours. Professeur Bertrand Batchi, est-ce que rapidement vous pouvez nous dire en 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, qu'est-ce que vous allez faire? Le jeudi, ça sera l'ouverture officielle sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du FASO, son Excellence Blaise Compaoré, qui nous fait l'honneur de venir assurer le patronage. À côté, juste après, nous aurons des ateliers au cours duquel on parlera du plan stratégique du CAMES et de la table ronde. Comment s'approprier ce plan stratégique et quelle initiative mener pour que la table ronde puisse réussir. Par la suite, il y aura un huis clos des dirigeants, parce qu'ils seront là, les dirigeants des établissements privés qui seront là, qui vont donc réfléchir sur ce qu'on disait, imaginer un cadre d'échange et puis prendre des décisions par rapport aux initiatives. Et ça se terminera par un échange avec le secrétaire général du CAMES. Le lendemain, donc le vendredi, ça sera la formation. Ils seront tous, ils auront des informations et auront une formation de la part de différents intervenants qui seront là. Et l'après-midi, on procédera à la
clôture. Et le lendemain, on ira découvrir les environs du Burkina. Les potentialités touristiques du Burkina. Voilà. Merci beaucoup au professeur Bertrand Mbachi, secrétaire général du CAMES, qui est venu nous parler ce soir donc, de cette importante rencontre qui va se tenir à partir de jeudi à Ouagadougou et qui réunit les établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Nous allons continuer ce journal avec cette journée d'information et de réflexion sur la problématique du financement durable de la vaccination au Burkina Faso. Elle a été organisée par le secrétariat permanent des ONG. Cette journée a réuni des élus locaux et des parlementaires pour les interpeller afin qu'ils plaident auprès du gouvernement burkinabé pour accroître la part du budget national en matière de vaccination. Estelle Judith Assorba. Au Burkina Faso, près de 90% des ressources nécessaires à la vaccination proviennent de l'extérieur, soit sous forme de dons ou sous forme d'aide budgétaire. Les partenaires techniques et financiers ne continueront certainement pas dans leur action. Le secrétariat permanent des ONG, point focal de la société civile pour le soutien à la vaccination, en est conscient et veut mettre la charrue avant les bœufs. Pour cette ONG, il faut songer à développer des stratégies au plan national en vue de mobiliser les ressources financières conséquentes pour assurer plus tard de façon autonome la couverture vaccinale au Faso. Le souci permanent donc de la société civile, c'est vraiment d'amener le Parlement à interpeller le gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions en amont afin donc de garantir et de pérenniser la durabilité donc de notre système de vaccination. La problématique du financement durable de la vaccination au Burkina Faso, c'est autour de cette thématique que des élus locaux et des parlementaires sensibles à la question de santé vont mener la réflexion et faire des propositions pertinentes. Nous nous sommes intéressés aux perspectives en disant que le travail est fait au niveau donc de l'Assemblée, puisque les députés sont sensibilisés, puisque à l'examen du projet donc de budget et de la loi de finances, les députés regardent ligne par ligne pour voir un peu est-ce que la question de l'immunisation est prise en charge, mais qu'il faut aller au-delà pour que on puisse faire des suggestions à l'exécutif pour que la question de la vaccination, qui est une question essentielle, soit une question qui est encore plus priorisée. Le vœu le plus cher des organisateurs est que ces parlementaires s'approprient le plaidoyer pour un financement durable de la vaccination, histoire d'interpeller le gouvernement sur la nécessité d'accroître les ressources. Impliquer tous les acteurs dans la lutte contre le paludisme pour plus de succès. Nouvelle démarche du ministère de la Santé ainsi des représentants des autres ministères, responsables d'entreprises et d'organisations fêtières ont été conviés à une concertation. Il s'agit de les inviter à intégrer la sensibilisation en matière de lutte contre le paludisme dans leurs actions de tous les jours. Wendata Nathalie Kaore. Premier motif de consultation et d'hospitalisation et première cause de décès dans les formations sanitaires, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique au Burkina. Courant 2012, près de 7 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec malheureusement près de 8000 décès. Pour faire face à cette maladie, la lutte ne saurait se limiter aux seuls acteurs de la santé. C'est tout le sens de cette rencontre de plaidoyer qui devra marquer le début d'une implication d'autres acteurs pour faire reculer le paludisme au Burkina. Si nous prenons par exemple l'habitat, si vous avez un cadre assaini avec des caniveaux bien tracés, vous empêchez alors d'avoir des flaques d'eau qui stagnent, vous empêchez alors les moustiques de se reproduire. Agents de presse, de communication, nous avons besoin de vous pour faire passer le bon message. Si je prends département par département, vous verrez que chacun de nous a une contribution. Mais souvent, on ne le sait pas. Et pour que ces futurs acteurs de la lutte contre le paludisme puissent jouer leur rôle avec efficacité, des modules importants sur la maladie leur seront dispensés lors de cette rencontre. Pour les permettre de mieux de nous accompagner, nous allons présenter la situation du paludisme dans notre pays et les actions qui sont menées tant au niveau du ministère de la Santé qu'en collaboration avec d'autres ministères. Nous voulons que dans chaque entreprise, dans chaque secteur ministériel, on puisse intégrer la sensibilisation en matière de lutte contre le paludisme dans toutes les actions, dans toutes les activités de chaque département, de chaque entreprise. Avec cette rencontre de plaidoyer, c'est une nouvelle approche qui vient d'être intégrée dans le combat contre le paludisme au Burkina.
La prise en compte des acteurs issus d'horizons divers devra être une source de succès dans les actions de lutte contre cette maladie, dont les principales cibles restent les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Des associations de la société civile de 15 pays d'Afrique qui luttent contre le sida sont réunies à Ouagadougou pour partager les expériences. Elles sont regroupées au sein de l'Alliance internationale qui fête cette année ses 20 ans de lutte contre la maladie. À Ouagadougou, les représentants africains de l'Alliance vont développer une nouvelle stratégie de lutte contre les IST-Sida. Ismaël Sirima, Sylvestre Da. Réfléchir sur le thème soutien aux réponses communautaires efficaces pour mettre fin au sida en Afrique, c'est la raison qui réunit ces acteurs de la société civile venus de 15 pays d'Afrique. Des acteurs regroupés au sein de l'Alliance internationale, une entité qui lutte contre le sida en Asie, en Amérique et en Afrique. Le Burkina Faso est représenté dans cette alliance par l'initiative privée communautaire de lutte contre le sida. Nous travaillons à travers nos organisations de relais. Par exemple, au niveau de la société civile, on a plusieurs associations qui reçoivent des financements pour faire des activités. On a le rôle de financement et puis aussi de formation aussi de ces acteurs pour pouvoir mener les activités. Dans le but d'avoir de meilleurs résultats, les représentants africains de l'Alliance internationale se retrouvent une fois par an dans un pays membre pour partager leur expérience et développer de nouvelles stratégies. Des actions soutenues par le ministère de la Santé. Nous avons un partenariat assez renforcé avec eux et l'ICP Burkina Faso, comme vous le savez, est un acteur de la société civile qui a contribué énormément dans la lutte contre le VIH-Sida et qui a d'ailleurs été bénéficiaire donc, du round 10 du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida dans sa composante société civile. Cette année, Alliance internationale fête ses 20 ans de lutte contre les IST et le VIH-Sida. Elle invite de ses pas tous les acteurs à intensifier la lutte, convaincus que c'est ensemble que le sida pourra être vaincu. Un fervent ami du Burkina vient de s'éteindre après avoir longtemps contribué au développement de notre pays. Ahmad Saleh Mousslid, d'origine jordanienne, résidait à Bobo-Dioulasso depuis 41 ans et a multiplié les actions dans les domaines éducatifs, sociaux et religieux avec la construction de plus de 100 mosquées. Sanoua Christine Koulibaly. L'homme que la communauté musulmane et les Boubolais pleurent aujourd'hui était un Jordanien. Cheikh Ahmed Saleh Mousslid, puisque c'est de lui qu'il s'agit, résidait à Bobo-Dioulasso depuis 41 ans. Fidèles compagnons, amis et connaissants sont sortis l'accompagner à sa dernière demeure. Il avait à son actif plusieurs réalisations et avec sa disparition, c'est plus qu'un ami que la ville de Sia et le pays entier perd. C'est l'un de nos grands cheikhs au niveau de Burkina. Il est resté avec nous. Il a beaucoup contribué pour le développement au niveau national, sur les plans éducatifs, social, puis sur les plans religieux. Il a construit plus de 100 et quelques mosquées en collaboration avec ses amis en Arabie Saoudite. Il avait des orphelins, beaucoup d'orphelins. Il a pris son retraite en 2007. Il est parti chez lui, mais il a préféré venir ici. Il a aimé Bobo. Il dit qu'il va rester à Bobo avec ses frères. Donc il a des familles en Jordanie, c'est un d'origine jordanaise, il a ses familles là-bas, mais il dit qu'il a une autre famille ici, c'est un martyr, il veut rester avec nous. Après le cérémonial de prière à la place Tiefo Amoro, direction le cimetière municipal route de Dédougou, où Saleh Mousslid repose désormais. C'est le jeudi 5 septembre 2013 qu'il a tiré sa révérence au centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. L'homme avait reçu une distinction honorifique de la part des autorités burkinabées en 2008. Spectaculaire accident de la circulation sur l'avenue Thomas Sankara au croisement des feux tricolores de la gendarmerie nationale à Ouagadougou. La cabine d'un camion remorque s'est détachée du reste du véhicule, bloquant la circulation pendant de longues heures. La remorque immatriculée au Ghana est, selon les services de la coordination nationale de lutte contre la fraude, suspectée de transporter des marchandises non déclarées en douane. Oswald Segda, Sylvestre. En l'espace d'une journée, cette remorque est devenue un rond-point sur l'avenue Thomas Sankara. En voulant amorcer le tournant, la cabine s'est détachée du reste de la remorque.
Une défaillance mécanique serait à l'origine. Mais fort heureusement, l'accident n'a fait aucune victime. Nous avons été arrêtés par la douane, puis libérés par la suite. C'est en partant qu'un élément de la plateforme s'est cassé et la carrosserie est tombée. Il est un peu difficile de s'aventurer dans des conclusions, mais à vue d'œil, je dirais que c'est un défaut d'entretien du véhicule. La maintenance n'a pas suivi et aussi peut-être un surpoids, la surcharge. Le camion remorque d'immatriculation ghanéenne transporterait des marchandises non déclarées en douane. Il était donc en infraction présumée. Le camion était pris par nos services parce que nous avons eu des informations par rapport à des marchandises qui seraient contenues dans ce camion et qui n'auraient pas été dédouanées. Et c'est ainsi que nous avons conduit le camion chez nous. Et en fait, ce matin, sous escorte d'un agent, il partait pour faire les corps du camion. Ça veut dire dénombrer les marchandises qui sont contenues dans les camions et confronter ces quantités par rapport aux documents douaniers. Des heures après, la circulation était toujours difficile, mais régulée par la gendarmerie. Pour dégager la chaussée, la solution semblait être le déchargement. Cinéma à présent, Abidjan a abrité du 3 au 7 septembre la 13e édition du festival de court-métrage intitulé Clap Ivoire. C'est une manifestation qui donne l'opportunité aux jeunes réalisateurs de s'exprimer et de faire étalage de leur talent. Cette année, de nombreux réalisateurs ouest-africains ont pris part au festival. Reportage Salinana. Plusieurs réalisateurs africains ont pris part à cet événement culturel à Abidjan. À cette 13e édition de Clap Ivoire, 13 pays étaient présents avec plus de 20 films en compétition. Ce festival concours de courts-métrages ouvert aux jeunes techniciens et réalisateurs des pays de l'UOMOA a accueilli cette année, laquelle année consacrée au cinéma en Côte d'Ivoire, les pays de la CEDEAO, et renforce ainsi sa dimension panafricaine. L'UOMOA, la CEDEAO soutiennent ce cinéma. Et donc la présence des cinéastes de renommée mondiale comme le frère Idrissa Ouedraogo est bien la preuve que ce cinéma, ce festival compte sur le chiquier culturel africain. Au-delà du premier objectif du festival qui consiste à révéler les talents, la présente édition de Clap Ivoire est aussi un programme de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Le cinéma, il est art, mais il est aussi technique. Et comme pour les sciences et techniques modernes, il faut s'en approprier. Et ça, c'est l'élément numéro 1. Ensuite, viendront les talents. Parce qu'on est plein de talents, on est plein de diversité. Parce que les autres, c'est vrai, ils nous ont colonisés. On a appris beaucoup d'eux. Mais ils ont tellement peu appris de nous que nous sommes eux et nous en même temps. Quelle formidable richesse dans le domaine de la créativité. Facteur d'intégration et de creuset d'expression pour ces jeunes talents africains, Clap Ivoire entend faire également du 7e art un puissant vecteur pour consolider les identités culturelles et assurer la promotion des échanges au sein des pays membres de l'espace CEDEAO. De nombreux prix ont été décernés à la fin de Clap Ivoire 2013. Ainsi, le prix Kodio Eboulé de Côte d'Ivoire d'une valeur de 3 millions de francs CFA est revenu à notre compatriote Adama Saleh pour son film Tao Tao. Le jury de 5 membres était présidé par le cinéaste burkinabé Idrissa Ouedraogo. Retour sur le palmarès avec Salinana. 4 jours de projection dans la salle de cinéma La Fontaine d'Abidjan. La vingtaine de films fiction et documentaires en compétition a fait connaître les jeunes talents de la zone CEDEAO au public ivoirien et aux festivaliers de Clap Ivoire. Le jury, présidé par le cinéaste Idrissa Ouedraogo, a décerné à l'unanimité le Grand Prix Kodio et Bouclé de la Côte d'Ivoire d'une valeur de 3 millions de francs CFA au réalisateur burkinabé Adama Saleh pour sa fiction Tao Tao. Tao Tao, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui ne veut faire l'amour qu'après avoir mangé une bonne omelette. C'est la première fois que je projette le film en Afrique de l'Ouest. Et donc ça me fait beaucoup plaisir que les gens l'adoptent aussi facilement comme ça. Et vraiment ça fait plaisir. Adama Saleh remporte d'office le prix du suivi lauréat d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Quand vous êtes consacré Grand Prix Kodio et Bouclé de Clap Ivoire, c'est
ça veut dire simplement que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez apprendre. Donc on donne l'opportunité aux lauréats de choisir une formation et c'est ça le suivi de lauréat. Et cette formation-là maintenant, ça peut être dans une école de son choix et on lui donne aussi la possibilité éventuellement de faire un film. CLAP Ivoire 2013 a également décerné 11 autres prix dont les valeurs sont comprises entre 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Il a été un peu difficile à nous, mais il y a un film qui est sorti, sans débat. Sans débat, et c'est le film du Burkinabé Tao Tao. C'est le seul film qui a fait l'unanimité au niveau de tous les membres du jury. Ce festival concours de court-métrage est aussi l'occasion pour réunir la pépinière des réalisateurs francophones, anglophones et lusophones ayant en partage le cinéma comme passion. Des liens qui se sont renforcés au cours d'une soirée aux allures de bal. Sport pour terminer, Jeux de la francophonie, bataille des plus pénibles pour les étalons cyclistes à travers le paysage accidenté de la Côte d'Azur. Les cyclistes burkinabés n'ont pas pu arracher lui pensant les efforts des vainqueurs de la Petite Reine à ce rendez-vous de Nice. Reportage de nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene, Jérôme Tiendrebego. Les étalons étaient bien présents dans le peloton qui a pris le départ à Baie des Anges pour une distance de 140 km. Le parcours fait de montée et descente n'a pas été une partie de plaisir pour Karim Bonkungu et ses coéquipiers. Dans une compétition où ne sont retenus que les 3 premiers, 2 étalons sont arrivés hors délai. Nous nous sommes retrouvés sur un terrain réellement très montagneux qui montait beaucoup, alors que nous sommes habitués à courir sur un terrain plat. Et n'oubliez pas que nous avons amené des espoirs qui, franchement, qui sont des jeunes et n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais qui avaient le cœur qui ont été très combatifs. Donc, je peux dire d'une manière générale, nous avons eu affaire à des jeunes professionnels qui sont issus des écoles, surtout au niveau européen. Nous avons quand même 3 qui sont au niveau de la sélection qui doit participer au Tour du Faso et qui ont vécu une course très technique, une course très professionnelle. Les étalons se sont tout de même fait remarquer par leur combativité. Un observateur avisé, séduit par le comportement des cyclistes burkinabés, a promis un véhicule à la Fédération burkinabé de cyclisme. Merci d'avoir suivi cette édition qui ainsi s'achève. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.